À la une, la baisse des prix du gaz butane. La bouteille B6 est désormais à 2000 francs. La B12 passe à 5035 francs. La bouteille de 17,5 kg à 7050 francs contre 7380 francs précédemment. Une baisse d'au moins 200 francs par bouteille. Rencontre des acteurs de l'état civil ivoirien. Ils ont passé en revue le cadre juridique de la déclaration des événements d'état civil, les mauvaises pratiques dans la gestion et le contrôle des registres d'état civil. Le chef de l'organisation État islamique en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saïd, a été tué lors d'une frappe américaine à la frontière entre les deux pays dans le mois de juillet. Bienvenue dans le 13h de ce samedi 13 août. Merci d'être sur RTI 1. Direction le Brésil pour commencer. Jeux olympiques de Rio. C'est une entrée en lice réussie pour les athlètes ivoiriennes. Marie-Josée Talou s'est mise en confiance avant les demi-finales de ce 13 août, tout comme sa compatriote Muriel Auré. Les deux sprinteuses ivoiriennes sont qualifiées pour les demi-finales. Toujours en athlétisme et chez les hommes, l'Ivoirien Meïté Ben Youssef, lui, entre en lice cet après-midi. Les prix du gaz butane sont à la baisse, moins 200 francs CFA en moyenne sur chaque type de bouteille. La B6 est fixée à 2000 francs, la B12 passe de 5200 à 5035 francs. Ces prix fixés par le ministère du Commerce sont-ils déjà effectifs? Moussa Konaté est allé le vérifier dans certains points de vente. Le prix du gaz butane connaît une réduction ce mois d'août. La bouteille B6 est fixée à 2000 francs, la B12 à 5035 francs au lieu de 5200. La bouteille de 17,5 kg passe de 7380 à 7050 francs. Celles de 25 et 28 kg sont vendues respectivement à 10 070 francs et 11 280 contre 10 540 francs et 11 805 francs, soit une baisse d'environ 200 francs sur chaque quantité. Le gaz butane bénéficie de ce qu'on appelle l'ajustement automatique des prix. L'État a donc fixé les prix du gaz butane sur un arrêté interministériel. Ces nouveaux tarifs du gaz domestique devraient faire le bonheur des populations. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre selon les consommateurs. La carte diminuer gaz là, c'est trop cher. Ça là, c'est 5500. Le gaz là, j'ai changé ça hier. Et puis le prix toujours c'est 5500. Ça n'a pas diminué. Il y a un temps c'était 2300. Maintenant ils ont enlevé 100 francs là-dessus. Donc c'est resté ici 2200. Entre le prix officiel et le prix dans les magasins, un écart est donc constaté. Les revendeurs pour leur part demandent un ajout de 200 francs. Il faut que le gouvernement aussi voie pour monter pour que nous puissions avoir quelque chose. Puisqu'actuellement nous n'avons rien dedans, on n'a rien dedans. Qu'on laisse le prix à 2200 pour nous, qu'on puisse gagner un peu plus. Voilà. Les vendeurs de gaz ont des magasins qui louent. Ils ont des gérants. Et en plus de ça, ils déposent une caution auprès des marketeurs pour avoir les bouteilles. Même pour recevoir la charge, c'est payé comptant. Vous voyez que ces charges-là sont énormes. Donc, le service de proximité que nous rendons à la population, qui leur permet de ne pas prendre les bouteilles sur la tête pour aller à la station, ou de ne pas prendre les véhicules, le taxi ou le voiture pour aller à la station, on leur demande de donner, je crois que 200 francs. Nous sortons d'un atelier avec l'ensemble des revendeurs du gaz butane. L'une des résolutions qui est sortie donc, de cet atelier, c'est de convenir d'un prix de proximité qui ne devait pas excéder 200 francs, qui devait être entre 100 francs et 200 francs pour le service de proximité qu'offrent les revendeurs dans les quartiers. Mais à la différence des stations-service, dont le prix est le prix homologué par l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans l'attente, je dirais que ces résolutions deviennent des décisions opérationnelles, c'est-à-dire des décisions qui soient donc validées par le gouvernement. Nous sommes tenus d'appliquer le dispositif réglementaire actuel. 200 francs de réduction par les autorités, 200 francs pour le service de proximité pour les revendeurs. Du coup, le prix du gaz semble inchangé chez les consommateurs. Je souhaiterais que l'État mette des agents sur le terrain afin de... Voilà, sinon, sincèrement, on ne ressent pas ça, on ne ressent pas. Nos agents sont déployés sur l'ensemble du territoire pour effectivement veiller à l'application effective des prix du gaz butane sur l'ensemble du territoire. Lorsque le contrevenant n'applique pas les prix, il est automatiquement sanctionné. Parce que c'est dans notre dispositif réglementaire, on parle donc de pratiques de prix illicites. Les pratiques de prix illicites sont sanctionnées
par nos tests, notamment donc l'ordonnance sur la concurrence, qui donc fixe une amende pécuniaire qui va donc de 100 000 francs à 50 millions pour pratique de prix illicites. Les revendeurs sont donc invités à respecter les tarifs actuels. Les consommateurs peuvent aussi dénoncer tout contrevenant à ces mesures. Pour d'éventuelles plaintes, des numéros verts sont disponibles, ainsi que le site internet du ministère du Commerce. Il y a 6 mois, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka a été secouée par une mutinerie. Des détenus ont attaqué les gardes, un d'entre eux a trouvé la mort. Quel est aujourd'hui l'état des lieux en termes de sécurité dans ce centre pénitentiaire? Le focus de Serge Coléa. Des problèmes d'ordre technique, nous reviendrons certainement sur cet élément de la MACA. Manifestation d'étudiants en colère devant le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils sont environ 2000 candidats au brevet de technicien supérieur BTS à ne pas avoir de convocation. Le président du comité technique de la réforme du BTS les a rassurés. Les équipes du ministère sont à pied d'œuvre pour régler ces difficultés. Et de nombreux étudiants des grandes écoles privées n'avaient pas non plus accès à leur convocation en raison d'une grève de leurs enseignants. Le mot d'ordre de grève a été levé après concertation avec le ministre. Les étudiants de ces établissements peuvent donc retirer leur convocation dès ce samedi. Chers camarades enseignants, ce vendredi 12 août 2016, de 17h25 à 20h, s'est tenue une rencontre entre Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le collectif des syndicats du supérieur privé et public de Côte d'Ivoire. Nos revendications concernant le paiement des oraux, des secrétariats, des primes de correction, des OMI 2014 et 2015 ont trouvé des solutions suivantes. 1. Paiement intégral des oraux. 2. Paiement intégral des secrétariats. 3. Paiement intégral des réclamations 2014. Les paiements débutent le jeudi 8 août 2016. Le chronogramme de tous ces paiements sera affiché dès le mardi 16 août 2016 à la DORES. Nous appelons tous les camarades à retirer leur convocation auprès de leur établissement respectif dès ce samedi 13 août 2016 pour participer pleinement aux examens du BTS 2016. Nous remercions Madame le ministre pour sa disponibilité et son engagement à apporter des solutions aux problèmes des enseignants. Ont signé le collectif des syndicats du supérieur privé et public de Côte d'Ivoire, le syndicat Solidarité, SG Tanoatu, le syndicat Sinesup, SG Yaoréné, le syndicat Sinesup, le secrétaire général Soumaro Drissa, le syndicat SIDESP, le secrétaire général Okei Kwaku, le syndicat Konesup, le secrétaire général Fossou Kwasi. À Bayota, dans la région du Fromager, l'ONG Signe de Vie a célébré les meilleurs élèves de 2 villages. Ils ont reçu des kits scolaires et la Jeune Chambre internationale a posé la première pierre de l'école maternelle du village de Teiri. Paris se reconnaît. Reconnaître le mérite des meilleurs élèves, mais aussi les encourager. C'est la vocation de l'ONG Signe de Vie. Une vocation mise à profit dans les villages de Teiri et de Bibikou, situés dans la sous-préfecture de Bayota. Les responsables de cette ONG ont récompensé les meilleurs élèves de ces villages. Des élèves qui ont reçu de nombreux kits scolaires d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Le président de l'ONG Signe de Vie, René Okou-Legré, a au cours de cette cérémonie souligné que leurs actions s'inscrivent dans le cadre de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de garantir l'école pour tous. Il a aussi exhorté l'ensemble des cadres de la région à œuvrer davantage à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Un appel bien reçu par la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige qui a procédé à la pose de la première pierre de l'école maternelle des 3 classes du village de Teiri. Les populations de Teiri et de Bibikou
heureuses n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance et leur gratitude aux donateurs. La marraine de la cérémonie, Sangarina Misata Meïté, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme des Côtes d'Ivoire, a quant à elle félicité et encouragé l'ONG Sindevi pour l'initiative avant de leur promettre de les aider à étendre leurs actions dans toute la région. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire renforce les capacités du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La CGCI a offert 2 véhicules et du matériel informatique, dont 12 ordinateurs de bureau et 5 ordinateurs portables. Elle veut ainsi apporter un coup de pouce à ce ministère en charge de la question de l'emploi. L'importance de la gestion de l'état civil dans le développement de la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une rencontre des acteurs du système. Ils ont passé en revue le cadre juridique de la déclaration des événements d'état civil, les mauvaises pratiques dans la gestion et le contrôle des registres d'état civil également évoqués. Hervé Blé. La gestion de l'état civil en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été aisée, en cause selon les spécialistes de l'identification qui en font le constat, les nombreux dysfonctionnements liés, entre autres, à l'insuffisance de contrôle de l'état civil par les acteurs du ministère de la Justice et à la mauvaise tenue des registres par les officiers et agents de l'état civil. Ce séminaire de Grand Bassam, le ministère de la Justice et l'Office national d'identification, ONI, ont donc choisi de le consacrer à leur rôle et responsabilité en matière de contrôle et de gestion des registres. Il s'est agi aussi et surtout de partager avec eux la nouvelle vision du gouvernement en matière de modernisation de l'état civil. Il est important de les faire partager cette vision du gouvernement, qui est une vision révolutionnaire, qui est une vision qui va faciliter la gestion de l'état civil, qui va éviter toutes les aspérités que nous connaissons aujourd'hui dans la conduite des activités d'état civil. Le cadre juridique de la déclaration des événements à l'état civil, les mauvaises pratiques développées par les acteurs dans la gestion et le contrôle de leurs registres, l'atelier de Grand Bassam a permis à ces acteurs d'intégrer les subtilités qui leur échappaient dans la gestion de leurs différentes activités. Le fait que l'officier ou l'agent de l'état civil ne reçoive pas personnellement la déclaration constitue une mauvaise pratique. Le fait de délivrer des extraits ou des profils conformes à tout venant constitue une mauvaise pratique. Nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, de faire le tour de ces mauvaises pratiques. Acteurs de justice, sous-préfets et chefs des services d'état civil de différentes communes du pays sont repartis de Grand Bassam, forts de l'importance de la gestion et du contrôle de l'état civil dans le développement de la Côte d'Ivoire. L'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se prépare. Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural est en mission de sensibilisation des acteurs du monde agricole. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. Les préparatifs ont débuté. Une mission du ministère de l'Agriculture et du Développement rural sillonne les différentes régions du pays. Bouaké a été l'une des étapes. Une mission en vue d'informer et de sensibiliser les autorités administratives et tous les acteurs du secteur agricole de la région de Bouaké à une participation active à l'édition 2017 qui se tiendra du 26 novembre au 3 décembre. Les initiateurs ont déploré la faible participation des régions de Côte d'Ivoire. Sur 31 régions, seulement 2 ont pris part à la dernière édition en 2015. Ce qui les a retenus pour leur participation en 2015, c'était le coût des stands. Nous avons discuté avec eux et nous nous sommes compris. Les acteurs du monde agricole et leurs partenaires ont rassuré la délégation. En tant que petits producteurs de la région, nous pourrons présenter les dérivés de nos produits au SARA 2017. Et nous espérons qu'avec l'aide des autorités de Bouaké, nous allons vite commencer la préparation. Si les prix des stands sont abordables, je compte exposer mes produits parce que nous avons notre label et c'est du bon riz local. Le SARA est conjointement organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et Forêts,
le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Objectif, contribuer à accroître les investissements et valoriser les métiers du monde agricole en Côte d'Ivoire. Restons dans le monde agricole avec l'amicale des cadres des impôts de Côte d'Ivoire qui veut y investir, avec notamment la culture du palmier à huile et de l'EVA. Doigt des lasers. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ce concept de développement est bien compris par l'amicale des cadres de la Direction générale des impôts. Elle va initier plusieurs projets agricoles à l'intérieur du pays, parmi lesquels des plantations de palmiers à huile et de l'EVA-culture, qui constituent les premières activités à entreprendre. Le projet de palmier à huile. Étudier la faisabilité de ce projet, consolider les acquis, et c'est ce que nous recherchons au niveau de notre amicale. L'amicale entend aussi mettre en œuvre des programmes de renforcement de capacité et un parc auto pour faciliter le transport du personnel des impôts. Tout ceci pour le bonheur des membres de l'amicale des cadres des impôts de Côte d'Ivoire. Le parc national d'Azani, dans la sous-préfecture de Grand Laou, est classé depuis 1960 réserve partielle de faune. Les gestionnaires de ce parc et les autorités administratives de la région se sont retrouvés pour sortir un plan stratégique. Il s'agit de la conservation et de la protection du parc. Honorina Nigori. Situé entre le département de Jacquesville et celui de Grand Laou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le parc national d'Azani couvre une superficie de plus de 21 000 hectares. Aujourd'hui, plusieurs avancées notables sont à recenser en ce qui concerne sa protection, notamment l'entretien des pistes ainsi que le reboisement de superficies détruites. C'est ce qui justifie la rencontre entre les autorités en charge de l'environnement, la chefferie traditionnelle et les associations villageoises de conservation du parc. Pour le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, Adama Tondo-Sama, tous les acteurs du secteur doivent redoubler d'efforts pour sa préservation. Au terme de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été prises, entre autres le renforcement de la sensibilisation, le suivi écologique ainsi que le lancement du prix vert de la conservation du parc national d'Azani. Journée de lutte contre l'insalubrité à Djebonois dans la vallée du Bandama. Des jeunes des villages environnants ont tous mis la main à la pâte. Ils adhèrent à cette initiative du conseil municipal. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Charles Tatou. La santé, c'est la vie. Pourtant, une bonne santé passe par une bonne hygiène et un environnement sain. La commune de Djebonois, localité située à 15 km de Boaké, décide de faire sienne ce slogan. Une journée de lutte contre l'insalubrité à Djebonois. Initiée par les autorités municipales, elle répond à la semaine nationale de la propreté du ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Objectif, assainir le cadre de vie des populations et rendre la cité propre. C'est tout à fait intéressant que nous puissions rendre notre vie propre pour attirer les investisseurs, pour que nous puissions mettre en pratique notre projet de société, tant au niveau des investissements qu'au niveau de développement humain. Cette journée a permis une prise de conscience des jeunes ruraux venus nombreux des villages environnants de Djebonois. Nous demandons à nos camarades de se joindre à nous pour les activités de la ville et que la ville soit beaucoup visible au vu des passagers pour qu'ils sentent une vie agréable au niveau de Djebonois. Les riverains, eux, sont heureux de l'initiative. C'est une bonne initiative puisque ça nous épargne les maladies. Je veux demander à la population de Djebonois de rendre la ville propre, surtout même concernant chez eux, devant leur cour, il ne faut pas attendre le mec. Tengue Kofi Edmond exhorte ses administrés à s'approprier les notions de protection de l'environnement en vue de leur bien-être. D'autres journées de salubrité auront lieu les mois à venir. Le conseil régional du Cavali fait le bilan de ses activités. Pour l'année écoulée, ce sont plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été investis pour la réalisation d'infrastructures éducatives et sanitaires. Honorina Nigori. En 2015, à Meyagui, ce sont plus de 70 millions de francs CFA qui ont été investis pour améliorer les conditions de vie des populations. Construction et réhabilitation de salles de classe, du bloc opératoire, de plusieurs dallos.
Construction également de caniveaux dans différents quartiers de la ville, achat de tracteurs, ouverture de voies, autant d'actions de développement mises en œuvre par la municipalité de Meyagui. Le point de ces investissements a été rendu public lors de la deuxième réunion du conseil municipal. Pour le maire Ndriao, il est bon d'associer la population dans la gestion de la ville et de le faire de façon transparente. En cette année 2016, plusieurs chantiers sont déjà en cours de réalisation et Ndriao entend bien rester sensible aux préoccupations de ses administrés. La population trouve que les jeunes n'ont pas de salle de spectacle. Et nous avons prévu, le conseil a jugé bon de construire un foyer polyvalent à la hauteur de 104 millions. Ainsi qu'ici, à part le bitume qui traverse la ville, les voies sont dégradées lorsque nous faisons les reprofilages. Le conseil aussi a jugé bon de recharger ces voies-là. Et puis, il y a des quartiers qui n'ont pas de voie d'accès. Alors, il y a des ouvertures de voies qui sont prévues pour pouvoir les permettre de relier les autres quartiers et circuler aussi librement. Donc, voici en quelque sorte quelques projets pour l'année 2016. À l'instar de toute la région de l'Anawa, Meyagui bénéficie désormais d'un schéma directeur pour mieux penser son développement jusqu'en 2030. Le nouveau chef du canton Blouno à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a été installé. Désigné à la suite d'un consensus des 27 chefs de village du canton, il succède à l'ancien chef décédé en janvier dernier, Abou Sanego. Maglegbe, investi chef du canton Blouno, à Podjagouine, chef-lieu de sous-préfecture. Il succède ainsi à Gantro Augustin, décédé le 29 janvier 2016. Maglegbe a été désigné par consensus par les 27 chefs de village du canton et qui couvre les sous-préfectures de Sanguiné et de Podjagouine. En plus des 27 chefs de village, 8 autres chefs de groupe du canton ont fait allégeance au nouveau chef. Avec eux, les présidentes d'organisations féminines, les présidents de jeunesse et les cadres. Après avoir fait l'historique de la chefferie cantonale du Blouno, le député Siki Blom-Blaise a présenté le nouveau chef aux autorités administratives. Vous êtes ici aujourd'hui en tant que le représentant du président de la République, le préfet de région. Mais vous êtes ici aujourd'hui pour sceller le pouvoir de votre cousin, qui est le chef Maglegbe. Et c'est pourquoi le patriarche de Déné dit qu'au nom de tous les chefs, ce sont eux qui vous ont invité pour vous demander de baptiser le chef de canton. Le préfet de région du Tompi, préfet du département de Mans, a invité la nouvelle autorité coutumière à œuvrer à la cohésion dans son canton. L'État assure la protection du chef de canton et de tous les rois et chefs traditionnels contre les menaces dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Vous avez un rôle de développement. Tous les chefs des cantons voisins de Blouno ont tour à tour rendu hommage au nouveau chef de canton. Siki Blom-Blaise a habillé en boubou traditionnel la cinquantaine de chefs de village présents à la cérémonie. Il a également distribué des complets de pagne à toutes les présidentes d'organisations féminines et aux autres femmes du canton. En mode religion avec le chandelier d'or, une cérémonie de distinction des hommes de Dieu chrétiens. Pour la 18e édition, la liste des dominés a été élargie à la sous-région. Serge Coléa. Créé en 1998, le Chandelier d'Or est cette cérémonie de distinction et de remise d'Oscar aux hommes de Dieu qui excellent dans leur ministère. Au fil des années, cette tribune de prestige gagne en audience et surtout en notoriété. Pour cette 18e édition, l'événement prend une dimension sous-régionale. En plus de 3 pasteurs et une inspection primaire d'excellence en Côte d'Ivoire, 2 hommes de Dieu venus du Togo et du Burkina Faso seront à l'honneur. Dans ces 2 pays frères, des serviteurs de Dieu, non des moindres, vont se déplacer et venir ici en Côte d'Ivoire, chez nous, recevoir leur distinction devant le peuple de Dieu de Côte d'Ivoire, les autorités de ce pays, histoire de montrer que dans la foi, nous sommes un. À travers le Chandelier d'Or, le groupe Emmanuel Presse veut encourager les serviteurs de Dieu qui au quotidien sont avec le peuple, ces hommes de Dieu qui sèment tous les jours la graine de la foi en chaque chrétien. Nos critères, il faut que les serviteurs de Dieu aient d'abord
un bon témoignage. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un impact sur la population. Et troisième, il faut la prospérité de l'œuvre. Promouvoir l'évangile par les médias et la musique, c'est aussi l'objectif des Chandeliers d'Or. C'est pourquoi 2 chantres chrétiens seront distingués cette année. La 18e édition des Chandeliers d'Or est prévue ce samedi 13 août à l'hôtel communal de Cocody. Yves-Steven Guiquet, président de cet événement, invite les chrétiens de toute obédience à participer à cette fête. Revenons sur la situation sécuritaire à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, 6 mois après la mutinerie qui avait fait 1 mort parmi les détenus. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, une meute éclate au petit matin du samedi 20 février 2016. Le détenu Yacouba Koulibaly, alias Yakou le Chinois, récidiviste notoire, dont la rumeur présente comme un caïd qui fait régner la terreur sur la prison depuis de longs mois, en est l'instigateur. La mutinerie dégénère. Les échanges de tirs font plusieurs morts, au nombre desquels un gardien de prison et Yakou le Chinois. Pour éradiquer la gangrène, une force d'intervention pénitentiaire est mise en place. Elle est toujours prête à intervenir. Ce sont des gens qui sont en condition physique, tous des pratiquants d'arts martiaux. Celui qui essaie, on va s'occuper de lui comme il se doit. Aujourd'hui, environ 6 mois après cette mutinerie, comment se porte la Maka d'un point de vue sécuritaire? La sécurité à la Maka, 99,99%, ça va. Aujourd'hui, les agents de la Maka sont équipés en matériel de nature à leur permettre de faire face à tout type de meute. Et nous avons entrepris depuis les événements du 20 février certaines actions pour assainir la Maka. Il n'y aura plus de caïd. Plus de caïd à la Maka. Le ministre en veut pour preuve le démantèlement récent d'un réseau de malfaiteurs qui tentait de tisser sa toile au sein même de l'établissement pénitentiaire. Les intéressés avaient 13 téléphones portables, une bonne Wi-Fi et un ordinateur portable, à partir duquel ces personnes se livraient à des actions vraiment criminelles. Donc nous avons mis immédiatement fin à cela. Le matériel a été saisi et il sera transmis incessamment à la DITT. Pour les surveillants, les conditions de travail se sont améliorées. Yakou le Chinois, ça c'est un passé. On n'aura plus un nouveau qui va naître ici. En tout cas, dès qu'il se lève, dès que nous aussi on se lève, nous sommes prêts et nous serons toujours prêts à assurer la sécurité. Les conditions de travail réunies, les gardiens de prison souhaitent voir leurs conditions de vie s'améliorer avec notamment le versement des baux pour leur maison. Tu es un agent pénitentiaire, tu fais 3 ans, 4 ans, 2 ans avant que ta maison ne soit payée. Et payée en comment? Après les 2 ans, tu donnes 2 mois. Plus de 4000 détenus peuplent à ce jour la Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Élection présidentielle au Gabon, la campagne électorale est officiellement ouverte à ce samedi. Elle doit durer 15 jours selon la loi gabonaise. Et pour la première fois, le scrutin sera très surveillé par les observateurs internationaux. Les ambassades au Gabon de 5 pays, la délégation européenne, l'OIF et les Nations Unies ont publié une déclaration pour appeler toutes les parties à la responsabilité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force de protection de 4000 soldats à Juba, la capitale sud-soudanaise, dans le cadre de la MINUS, la mission de maintien de paix déjà en cours. La force de protection constituée de troupes africaines devra utiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la paix à Juba et protéger les édifices stratégiques comme l'aéroport. Le Conseil de sécurité a menacé le Soudan du Sud d'un embargo sur les armes si les autorités ne coopèrent pas. Le chef de l'organisation État islamique en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saïd, est mort. Le ministère de la Défense américain l'a annoncé hier vendredi. C'est un tir de drone qui a permis d'éliminer ce chef djihadiste. Émilie Touré et Hervé Blé. La nouvelle de la mort du chef de l'organisation de l'EI en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saïd, est tombée avec un mois de décalage. Il a été tué le 26 juillet dernier par un tir de drone américain en territoire afghan. Cette attaque de drone a eu lieu moins de 6 mois après la première frappe ayant, elle, coûté la vie à Abdul Raouf Kadim, soupçonné d'être le numéro 2 de l'EI dans le pays.
En juillet 2015, les autorités de Kaboul en Afghanistan pensaient déjà avoir abattu Hafez Saïd. C'était 6 mois après sa nomination à la tête de la province du Khorasan. La plupart des troupes de l'OTAN ont maintenant quitté l'Afghanistan, laissant aux forces locales la responsabilité d'assurer la sécurité. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon samedi à tous.